Bienvenue pour ce projet d'univisuel Une personnalité ariégeoise avec le colonel Olivier Blanco, directeur du SDIS de l'Ariège. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec le colonel Blanco, le directeur du SDIS 09 des sapeurs-pompiers, donc du département de l'Ariège. On va voir donc aujourd'hui le parcours du colonel Blanco, les études jusqu'à aujourd'hui, le parcours professionnel. On va aussi s'intéresser au métier de sapeur-pompier, comment on peut devenir sapeur-pompier ici même au SDIS 09. Avant tout, merci de nous faire l'honneur de venir nous raconter votre histoire, votre parcours. C'est très inspirant, vous allez voir. Vous êtes, je crois, un enfant du pays, vous êtes ariégeois. Oui, bonjour à tous, effectivement, je suis donc Olivier Blanco, avant tout, un ariégeois, un enfant du pays, un saveur du Noix. Et effectivement, toute ma famille est ariégeoise depuis plusieurs générations. Ça fait combien de temps que vous êtes sapeur-pompier, vous, aujourd'hui? Alors moi, je suis rentré pompier volontaire en 1989, donc à l'âge de 16 ans. Donc ça fait, on compte même plus d'années maintenant. Vous êtes d'une famille pompier? Oui, tous les hommes de ma famille étaient pompiers avant moi et forcément, ça m'a donné envie ou m'a inspiré pour prendre la relève. Une vocation, quoi. Oui, une vocation, effectivement. Vous avez fait un DUT Hygiène et Sécurité à Bordeaux. Oui. Le DUT Hygiène et Sécurité, est-ce que ça a une relation directe avec le métier de sapeur-pompier? Alors à l'époque, dans les années 90, le DUT Hygiène et Sécurité est la voie royale pour se présenter au concours d'officier sapeur-pompier. C'était mon souhait. Donc à l'issue du bac que j'ai fait ici même à Pamiers, j'ai souhaité partir à Bordeaux, suivre ce DUT, qui effectivement m'a permis dans la foulée de passer le concours et d'être rapidement engagé comme pompier professionnel. J'imagine qu'il y a plusieurs façons de devenir sapeur-pompier, je crois. Il y a différents niveaux d'entrée dans la carrière, aussi bien volontaire que professionnel. Effectivement, moi j'ai fait le choix de rentrer directement officier, mais il y a plusieurs accès possibles. Parce qu'il y a une appréhension quand on devient lieutenant à 22 ans, c'est bien ça? Oui. On doit gérer toute une équipe. Alors, il faut bien d'abord savoir qu'avant d'être en poste, on a une formation importante. On passe tous les officiers passent à l'école nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers qui est actuellement à Aix-en-Provence. Donc on a un an de formation, donc on n'est pas lâché sur un poste comme ça du jour au lendemain. Donc on a des mises en situation professionnelles, etc., qui nous permettent d'appréhender le poste. Et puis effectivement, lorsqu'on arrive sur un poste à responsabilité, je crois que la première chose, c'est d'être humble, d'écouter, de comprendre les hommes, qui sont-ils. Mais il faut être, je pense que la première capacité, c'est d'être humble. Si on reprend tout dans l'ordre, après votre bac, vous avez fait donc un DUT Hygiène et Sécurité, Oui. Ce qui vous a permis de passer donc le concours pour passer lieutenant. Oui. Premier poste donc à Limoges, c'est Oui. ça, à 22 ans. Quelle est la suite de ce parcours? Mais donc, chef de service formation dans la Haute-Vienne à 22 ans. À 27 ans, donc le 1er janvier 2000, chef de centre de secours Saint-Junien. Et pour la petite histoire, j'ai pris le commandement du centre quelques jours avant, en pleine tempête de décembre 99, ce qui est aussi une expérience particulière et qui permet aussi de rentrer peut-être plus facilement dans la fonction de chef de centre. Et après, différents postes en mutation, principalement dans les Hautes-Pyrénées, où j'ai gravi des échelons de lieutenant à commandant, sur différentes fonctions. Et puis un passage à Paris au ministère pendant 3 ans, puis dans le Lot, puis dans l'Aveyron, avec un passage entre-temps du concours de colonel. Et aujourd'hui, depuis 2 ans et demi, directeur du SDIS de l'Ariège. Ouais, donc un parcours assez riche. Et mobile aussi. Parce que, mobile aussi, parce que j'imagine qu'on ne devient pas colonel comme ça. Non, il y a un parcours obligatoire, effectivement. Oui, il y a quand même un parcours obligatoire. On ne peut pas faire des études pour devenir directement colonel, non, ça ne marche pas. Non, il faut justifier d'une expérience de commandement, vous l'avez dit, de management, d'avoir géré des dossiers un peu dimensionnants. Bien sûr. C'est ce qui vous permet derrière d'ouvrir les portes pour ces postes qui sont finalement pas le sommet, mais presque de notre profession. Bien sûr. Et si on revient un petit peu en arrière, donc à 27 ans, vous avez pris le commandement de la caserne de Saint-Julien. Ça a été dans des conditions un peu particulières. Oui. Petite anecdote. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment ça se passe? Comment on prend le commandement à 27 ans d'un centre de secours alors qu'on n'est même pas encore en poste, si je ne m'abuse, Oui. Et il se passe quelque chose? J'avais été désigné chef de centre quelques jours avant et je devais prendre le commandement le 1er janvier officiellement. Sauf que la fin d'année 99 était particulière entre le fameux bug de l'an 2000 et par-dessus est arrivée la tempête du 27 décembre 99. Coup de hasard, je ménage sur la commune de Saint-Junien ce jour-là et rapidement, je me retrouve dans le locaux du centre de secours et naturellement, je veux dire, là, on ne calcule pas, on se projette dans l'action, on rencontre des personnels, on se met avec eux et la pression opérationnelle endémique fait que ça s'embraye directement, quelque part, ça m'a aidé aussi à ne pas réfléchir et à prendre la fonction naturellement. Donc ça a un avantage, c'est que ça s'est bien passé, donc c'était peu bénéfique pour la suite. Par contre,
c'est double tranchant. Je n'aurais pas été bon et ça aurait été aussi catastrophique. Donc, oui, parce que vous avez dû gérer donc, cette tempête, toute l'opération. Le secteur opérationnel Saint-Junien, oui. Ouais, alors que vous ne connaissez même pas le secteur. Ni les personnels. Je les connaissais, j'étais dans les mêmes départements, j'avais des relations avec eux, mais le fonctionnement du centre m'était inconnu, le territoire lui-même m'était inconnu, mais bon, après, quand on est chef, on n'est pas seul. Le chef s'appuie sur une équipe, sur la ressource que vous avez. Donc, n'ayant pas le savoir, j'ai dû m'appuyer sur les hommes, les manager et faire en sorte qu'ensemble, on arrive à quelque chose. Mais dans ces moments, c'est la force des pompiers. Dans ces moments très difficiles, il y a une alchimie qui se crée, on se serre les coudes, une solidarité, et c'est aussi la force des pompiers qui, là, c'est se retrouver, faire un corps. D'ailleurs, on appelle du corps des sapeurs-pompiers. Et dans ce moment-là, vous êtes à la tête d'un corps, et quand le corps fonctionne, c'est un vrai plaisir. Ça devient du plaisir. Oui, c'est une belle entrée en matière du coup. Tout à fait. C'est une belle entrée en matière. Combien de temps vous êtes resté chef de 2 centre? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Alors suite à ça, vous avez encore... Après, je suis parti dans les Hautes-Pyrénées. Dans les Hautes-Pyrénées. Et là, on m'a proposé un projet à l'époque qui était de créer une école de formation pour les sapeurs-pompiers. En 2005, j'ai créé pour les SDIS de Hautes-Pyrénées donc le centre de secours école, qui était à l'époque un projet un peu innovant. Et à Midi-Pyrénées, ça n'existait pas. Donc on l'a créé. Et après, il a fait quelques petits, puisque certains départements sont venus s'en inspirer. Et comment étaient formés avant les pompiers s'il n'y avait pas ce centre? Ils étaient formés en interne? En fait, le problème du pompier, c'est que, dans mon constat à l'époque, c'est qu'on engageait nos pompiers sur des interventions, notamment sur des feux, avec une formation où on leur disait, tiens, là tu imagines qu'il y a un feu, là tu imagines qu'il y a de la fumée. Alors si on a l'imagination, c'est bien, mais pour autant, on ne peut pas avoir les bons réflexes ou appréhender les bonnes situations. Donc dans l'outil qu'on a créé, on a mis en place des vrais incendies, on a simulé des vrais incendies de cuisine, de bâtiments, et là les sapeurs-pompiers étaient confrontés à des vrais incendies, qui quand vous rajoutez la chaleur, le feu, etc., fait que le pompier apprend aussi beaucoup plus rapidement. Il a déjà ressenti la chaleur, il a déjà ressenti tout l'équipement, le stress qu'il peut y avoir autour, et donc il appréhende mieux après en intervention. L'idée, c'est de créer une situation pédagogique qui est une situation pour mieux être opérationnel dans la réalité. Donc suite à ça, suite à votre passage dans les Hautes-Pyrénées, vous avez été encore muté, j'imagine? Voilà, j'ai pu toucher à peu près à toutes les fonctions dans les Hautes-Pyrénées. D'accord. Et à l'issue, effectivement, en 2016, je pense avoir fait le tour de la fonction, et donc j'ai souhaité partir voir autre chose. Et c'est là que je suis parti à Paris, au ministère. Au ministère à Paris. Et qu'est-ce qu'on fait au ministère à Paris quand on est sapeur-pompier? Alors, il y a des pompiers au ministère, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et on nous engage sur des projets structurant la vie des SDIS. Et donc, à l'époque, j'ai participé à la création de l'agence nationale, de l'agence du numérique de la sécurité civile, une agence qui va déployer ce qu'on appelle le Nexis, le logiciel opérationnel, que tous les départements de France devront avoir dans les années futures. Quelques départements l'ont déjà, et l'Ariège devrait l'avoir à la fin de l'année 2015. Cet outil, concrètement, il sert à quoi? Aujourd'hui, lorsque un requérant, une personne en difficulté fait le 18 ou le 112, la salle opérationnelle a un outil de gestion dans lequel on reçoit les appels, on géolocalise l'intervention, on déclenche le secours. Chaque département avait sa propre organisation. Là, aujourd'hui, on est dans une phase d'homogénéisation de la pratique, c'est-à-dire que chaque département de France devra à terme avoir le même outil, le même langage, la même façon de fonctionner, et puis se suppléer l'un de l'autre aussi, c'est de l'interopérabilité. Cet outil n'existait pas, et la structure qu'on a créée a pour objectif de la porter et de la déployer en France. Par la suite, après le ministère? Après le ministère, j'ai atterri dans le Lot. J'ai également passé le concours de colonel en 2020, donc, juste après le Covid. Et à l'issue, effectivement, mon premier poste en tant que colonel, c'était directeur adjoint du SDIS de l'Aveyron, toujours à Midi-Pyrénées. Je suis très attaché à Midi-Pyrénées. Oui, il faut croire. Et après, du coup, vous vous êtes retrouvé en Ariège. Effectivement, le jour où le poste de l'Ariège s'est trouvé vacant, eh bien, je n'ai pas pu rester indifférent à cette année de vacances. Comme je dis souvent, mon cœur a fait boum, et il m'a obligé un peu à me poser la question. Et j'ai dit, je tente. Si je ne tente pas, je l'aurais regretté. J'ai eu la chance d'être retenu par M. Naudy, le président du CASDIS à l'époque. L'Ariège vous a manqué quand même pendant toutes ces années? Paradoxalement, non, parce que j'étais parti en me disant que je ne reviendrai jamais. À 20 ans, on fait des choix, on dit à 20 ans, je ne partirai jamais. L'Ariège, c'est... D'abord, il y avait peu de chances que je revienne. En tant qu'officier, il y a peu de postes d'officier en Ariège. Donc la probabilité que je puisse saisir un poste était quasiment minime. Donc je ne vais pas dire que j'ai fait une croix. Mais vous étiez fait une raison sur le fait que vous reviendrez sur l'emploi? Je venais en week-end parce que ma famille est d'ici, mes soeurs sont d'ici, donc je venais régulièrement, mais sans jamais me dire que je reviendrai. J'ai gardé des contacts avec des amis qui sont pompiers ici, donc ça s'est fait en très peu de temps. Ça s'est fait, on va dire, en 15 jours, 3 semaines. La décision, ça a été très rapide. Et vous dites, à 50 ans, après à 50 ans, on cherche aussi à revenir vers ses racines, vers son passé, puisqu'on nous le fait 20 ans. Et est-ce qu'on se sent peut-être plus légitime de prendre le commandement de son pays natal? Effectivement, alors j'ai ressenti de la part des pompiers une sorte de fierté
de savoir qu'un des leurs, un homme du pays qui est passé dans leur rang, revienne plus tard prendre le commandement, je pense que oui, ils en sont contents, ils en sont fiers. Effectivement, ça a aussi aidé à ma bonne prise de fonction, c'est-à-dire que les pompiers étaient contents qu'un Ariégeois revienne à la tête de ce SDIS. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes colonel en Ariège? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et en 2 ans et demi, est-ce qu'on peut déjà faire un petit bilan de vos années ici? Quelle a été l'action phare que vous avez voulu mener dès le début sur notre territoire? Alors, sur les actions phares, d'abord, on a eu un vrai sujet, un vrai challenge avec le président qui était de remettre l'organigramme et les gens en place, puisqu'effectivement, il y avait beaucoup de trous dans l'organigramme, donc on a fait pas mal de recrutement pour voir les postes vacants. Deuxièmement, on a aussi beaucoup axé sur le volontariat, parce que la première ressource en Ariège, c'est le volontariat. 85% de l'activité est assurée par des pompiers volontaires. Donc aujourd'hui, vous voyez passer une ambulance dans le département, il y a forcément au moins un pompier volontaire dedans. Et donc cette ressource, elle est fragile. Ouais. Et il faut qu'on travaille pour qu'elle soit plus nombreuse en nombre, en effectif, et aussi plus pérenne, parce qu'aujourd'hui, on a de l'effectif qui tourne beaucoup, donc on veut pérenniser, fidéliser ce volontariat. Donc c'est vraiment cet axe-là sur le travail avec de la fidélisation du volontariat. Et troisième axe sur lequel on a travaillé un peu, c'est le secours à personne. Donc le travail avec nos partenaires SAMU, ambulanciers privés. Voilà, il a fallu remettre un peu de, je ne vais pas dire d'ordre, mais en tout cas redéfinir les missions entre la répartition entre les différents services actuellement en Ariège. Parce qu'aujourd'hui, en Ariège, on a du mal à recruter, on manque d'hommes. Est-ce qu'on manque d'hommes? Quand je dis hommes, je parle d'hommes et femmes sapeurs-pompiers, évidemment. Aujourd'hui, en Ariège, on arrive à recruter, sans problème. Je pense que même le SDIS de l'Ariège redevient attractif, mais cette attractivité n'est pas uniforme sur le territoire. Il y a des bassins de vie où il y a beaucoup de population, on a beaucoup de candidats, et puis il y a des bassins de vie où la population est plus vieillissante, où il y a moins de monde, et donc forcément c'est plus compliqué. Donc globalement oui, et après on doit faire des focus sur les bassins comme le Pays d'Olme, comme le Massatois, etc., ou le Couserans, où on a encore des lacunes. Mais grosso modo, on a, chaque année, on recrute à peu près une centaine de pompiers volontaires nouveaux. On aura le temps de revenir sur le recrutement, comment devenir sapeur-pompier, volontaire ou professionnel. On va aussi parler de la profession du pompier après dans un second temps. Quel type de pompier on va retrouver en France? Je vais déjà spoiler un peu, le professionnel, le volontaire, le militaire. Pour rappel, peut-être à ceux qui nous regardent, si quelqu'un appelle le 18, le 15 ou le 112, d'ailleurs quel numéro faut-il appeler et comment ça se passe par la suite? Quelle est toute la chaîne en fait? Lorsqu'aujourd'hui une personne est confrontée à une difficulté, effectivement, elle a le choix entre différents numéros, qui sont donc le 15 pour une urgence médicale, le 17, on a dit police-secours, donc aussi bien la gendarmerie que la police, le 18, les sapeurs-pompiers, et plus généralement le numéro 112, qui est le numéro d'urgence européen, qui arrive également chez les sapeurs-pompiers. Ce numéro arrive à fois des opérateurs du SAMU et des opérateurs sapeurs-pompiers qui reçoivent les appels et qui déclenchent, selon le cas, selon l'origine, les moyens du SAMU ou les moyens des sapeurs-pompiers. Donc c'est fusionné. La gendarmerie a sa propre salle opérationnelle comme la police. Et vraiment, aujourd'hui, si les gens font le 18, le 15, 18 ou 112, c'est un lieu centralisé où on a beaucoup d'échanges d'informations entre les sapeurs-pompiers et les personnels du SAMU pour déclencher le moyen le plus approprié dans le délai le plus rapide. D'accord. Voilà. Et une fois que l'alerte est passée, on va déclencher le centre de secours le plus proche géographiquement de l'adresse du requérant. Donc si les professionnels sont en garde à la caserne, ils partent de façon immédiate. Et si ce sont des volontaires, ils sont soit chez eux, soit au travail. Et donc on les appelle avec ce qu'on appelle un bip. Et rapidement, dans les 5 minutes, ils arrivent à la caserne, montent dans un véhicule et partent sur intervention, classiquement. Et d'ailleurs, lorsque vous avez des pompiers sur intervention, vous n'êtes pas capable de dire si c'est un pro ou un volontaire. Chacun fait l'intervention de la même façon. Tout le monde porte pareil, pratique pareil. Voilà, il y a une vraie mixité, une vraie complémentarité entre les deux statuts, dans le seul intérêt, celui de la victime. Je vous propose une petite rubrique, analyse de film. C'est un petit cadeau pour vous. Merci. Alors, merci pour le cadeau. Donc c'est un porte-clés. C'est Elodie Vert, donc, qui est sur Saverdun, qui a une société qui s'appelle Ma Carte Connectée, qui propose des cartes et des porte-clés connectés. D'accord. C'est-à-dire qu'avec une puce, il y a une puce NFC dedans, et on peut directement la scanner avec votre téléphone. Alors soit avec le QR code effectivement qu'il y a derrière, ou sinon directement, si je peux me permettre, je vais prendre. Vous le posez comme ça là. NFC, oui. Voilà. Donc là directement il y a un lien, vous cliquez dessus, et vous cliquez sur analyse de film, et on va prendre le film numéro 1. Je vous laisse donc le regarder. Sergent Pasquier, 9 ans de service, chef d'agré PS. Montez!
Le test de la planche, Le test de la planche, exactement. à la brigade sapeurs-pompiers de Paris. C'est vrai que la planche est très connue chez les pompiers, on parle souvent de la planche, mais concrètement, qu'est-ce que c'est la planche? À quoi ça sert? Est-ce que c'est utile? Comment on l'utilise? Alors, le test de la planche est une activité physique qui a été développée par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, puisque c'est quand même eux qui en sont à l'origine, et qui est toujours en service chez eux. C'est-à-dire que eux, tous les matins, ou à chaque prise de garde, chaque pompier de Paris doit faire le test de la planche. Quel est l'objectif de ce test-là? C'est de vérifier qu'un pompier qui chute d'un toit, par exemple, qui est suspendu au bout de bras, est capable, par la force de ses bras et de ses abdos, de se rétablir et de se remettre en sécurité sur le toit. Bien sûr. Donc ça prouve aussi toute la capacité physique du sapeur-pompier et sa bonne condition. Donc effectivement, un pompier de Paris qui ne le réussit pas devient inapte opérationnel. C'est appliqué à Paris. Paris, qui je le rappelle, sont des pompiers militaires avec un statut à part. Nous, chez les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires dans les corps locaux, départementaux, on ne l'applique pas. C'est plutôt, à la rigueur, ça se fait ponctuellement dans le cadre d'un exercice, mais ça n'a pas de valeur aussi normative, aussi opérationnelle qu'à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur les pompiers en France? Alors, les pompiers, effectivement, comme on l'a dit, il y a plusieurs catégories. Sur la ville de Paris et les 4 départements de la Petite Couronne, depuis Napoléon et depuis le feu de l'ambassade d'Autriche en 1811 de mémoire, Napoléon a décidé de militariser le corps des pompiers qui défendent Paris. Donc, effectivement, là, on a vraiment un régiment militaire qui sert Paris et les 4 départements autour. Donc ça, c'est les pompiers militaires de l'armée de terre. Oui. Parce qu'après, on a aussi Ceux de Marseille. ceux de Marseille, ouais, Voilà, c'est ça. depuis 1939, à Marseille, il y a également un corps de pompiers. Alors là, c'est des marins-pompiers qui défendent de la ville de Marseille. Et là, ce sont des marins qui dépendent de la marine nationale. Là aussi, c'est un feu qu'il y a eu sur la Canebière. Et il y a une troisième unité qu'on en parle peu et qui est peu connue, qui sont les unités d'intervention et de destruction de la sécurité civile. Et eux, c'est plutôt un réservoir national de sapeurs sauveteurs qu'on va mobiliser lorsqu'un département est en situation confronté à une crise, en renfort nationaux. D'accord. Donc ils sont beaucoup sollicités sur les feux de forêt, beaucoup sollicités sur les tremblements de terre ou les inondations, en France, mais également à l'étranger. Lorsqu'on voit des pompiers partir à l'étranger, souvent, c'est ces pompiers militaires qu'on va partir. Oui. Et après, on retrouve des pompiers civils, dans lesquels vous avez 2 catégories, les pompiers professionnels et les pompiers volontaires. Comment on devient sapeur-pompier? On va simplement s'intéresser aujourd'hui aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Bien sûr. Si quelqu'un veut devenir sapeur-pompier militaire, on l'invite à se rapprocher du CERFA le plus proche de chez lui, et de là, il sera orienté pour devenir sapeur-pompier militaire, en tout cas pour remplir le dossier. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser aux pompiers volontaires et professionnels, ce qu'on retrouve donc dans notre département de l'Ariège. Comment on devient sapeur-pompier volontaire, pour commencer? Donc aujourd'hui, lorsqu'on veut devenir pompier volontaire, il faut se rapprocher de la caserne la plus proche de son domicile. C'est toujours pareil, parce que le volontaire, il doit être rapidement sur la caserne. Donc le critère géographique autour de la caserne est important, on va dire dans les moins de 10 minutes autour de sa caserne. Ensuite, il va rencontrer le chef de centre, et le chef de centre va lui expliquer les conditions. Mais les conditions, souvent, c'est donc au minimum 16 ans. Bien sûr, avoir une bonne condition physique et médicale. Donc il y aura nécessairement une visite médicale au cours de laquelle on s'assurera que, en tout cas, il n'y a pas d'incompatibilité avec le port de l'uniforme et les activités qui sont afférentes. Ensuite, forcément, il y a aussi une condition de nationalité, puisqu'il faut être de ressortissant européen pour être pompier volontaire. Et après, il faut aussi ne pas avoir de compatibilité, ou avoir de condamnation incompatible avec notre fonctionnement et nos valeurs. Voilà. Problèmes judiciaires qui sont incompatibles avec la fonction. Tout à fait. Et bien sûr, aussi s'engager à respecter notre organisation, notre mode de fonctionnement et nos valeurs. Pour entrer sapeur-pompier, je résume, on se rapproche de la caserne, donc la plus proche de chez soi. De là, le chef de centre va nous donner les informations et la démarche à suivre. Par la suite, on a donc des tests médicaux, on a un test sportif et écrit. Voilà. Est-ce que les tests sportifs sont poussés? Non. Alors, c'est fait pour vérifier un minimum de conditions physiques, parce qu'effectivement, lorsque vous êtes pompier volontaire, il y a quand même des charges à porter, des efforts physiques à faire. Et effectivement, il faut aussi que les gens mesurent ce qu'on va leur demander sur intervention. Imaginez que vous êtes la nuit dans votre lit en train de dormir à 2 h du matin, on est en hiver, il fait moins de 2 degrés, au moment de sortir rapidement de votre lit, de vous habiller et de faire un 100 ou 200 mètres par moins de 2 degrés. Bien sûr. Donc il faut être un minimum capable d'absorber cette contrainte-là, en plus avec du poids souvent. Donc on veut vérifier cette capacité à absorber un petit peu de charge. On n'est pas non plus sur des surhommes. Je sais que des fois on voit des émissions à la télé, des reportages et des super pompiers. Ouais. Ça, c'est les grands corps comme Paris. Nous ici, on est pompiers volontaires, c'est pompiers comme tout le monde. Enfin, du quotidien, on pourrait le dire. Voilà. Il faut avoir un minimum d'entretien, mais on ne demande pas d'avoir des super hommes, des super femmes
qui soient des triathlètes, etc. À la suite de ça, donc, on a passé les tests sportifs, les tests médicaux, les tests écrits, tout se passe bien. Oui. On est pris, on est reçu, on est greffé donc, au centre de secours le proche de chez Oui. soi. Et là, on est pompier, ça y est? Ah non. Ah. Donc, C'est pas si simple. intègre la caserne, mais effectivement, si je vous mets dans un véhicule sur un feu, vous ne saurez pas quoi faire. Oui. Donc effectivement, il y a une étape de formation. On en a parlé tout à l'heure, j'avais créé une école départementale. Effectivement, il y a un temps obligatoire de formation pour les différents domaines sur lesquels peut intervenir le pompier. Donc il y a 3 domaines. Il y a le secours à personne. Et effectivement, c'est la première formation que l'on va faire aux gens qui rentrent chez nous, secours à personne, secouristes, pour que rapidement, très rapidement, dans les 1 mois ou 2 mois après avoir été incorporés, ils puissent partir à l'intervention de l'ambulance. Et dans un second temps, on fera les interventions diverses, c'est plutôt les inondations. Et enfin, 3e phase, l'incendie, avec une formation spécifique sur l'incendie pour partir sur les feux de maison. C'est long, ces formations? Est-ce qu'elles sont longues? Alors, le pompier a 3 ans pour se former, et ça dure 30 jours répartis sur les 3 ans. Et le pompier le fait à son rythme. Quand on est pompier volontaire, ça prend forcément sur notre temps personnel. C'est un engagement, il faut le dire aussi. Hein, ça prend du temps, que ce soit en journée quand on ne travaille pas, la nuit, quand on dort, les week-ends. Donc c'est du temps à donner, il faut en être conscient. Et même quand on travaille, comment on fait quand on est employé ou salarié d'une boîte et le pompier volontaire? Est-ce que c'est possible de conjuguer les deux? Oui, alors nous avons en Ariège une grosse démarche auprès de nos employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, puisqu'effectivement, le gros de l'activité du SDIS de l'Ariège, des pompiers de l'Ariège, c'est la journée en semaine. C'est normal, les gens sont au travail, la vie économique sont pleins, et forcément nos pompiers volontaires sont eux aussi au travail. Donc si on veut que les pompiers puissent sortir à l'intervention, il faut que les employeurs autorisent leurs employés pompiers volontaires à sortir. Et donc on a des négociations en permanence avec nos employeurs pour négocier cette disponibilité, 1 jour, 2 jours, des horaires, etc. Et après, ça permet aux pompiers aussi d'avoir un cadre, d'être couvert lorsqu'il intervient chez nous. Et en retour, nous, on attribue ce qu'on appelle le label employeur sapeurs-pompiers volontaires à tous les employeurs citoyens qui jouent le jeu en fait, du secours sur leur territoire. On imagine souvent que pompier volontaire, c'est une contrainte pour l'entreprise, mais c'est aussi un atout pour l'entreprise parce que on a eu dernièrement le cas sur un incendie dans une commune de l'Ariège, avec des pompiers volontaires dans l'entreprise, lorsqu'il y a un départ de feu, sont les premiers à prendre l'extincteur et à réagir pour limiter le sinistre. Donc, ils apportent des contraintes, mais aussi ils apportent une plus-value. Bien sûr. Et puis, ces gens qui travaillent dans des conditions difficiles, en équipe, donc il y a un esprit particulier qui fait que dans l'entreprise, aussi, il y a un plus. Il y a beaucoup de sapeurs-pompiers volontaires en Ariège qui sont conventionnés avec leur employeur comme ça? Oui, on en a plus de 300. Sur les 800 pompiers volontaires de l'Ariège, on a à peu près 300 qui sont conventionnés. Les formations, c'est des dates bien précises, donc on ne peut pas toujours être présent parce qu'on travaille, mais on est facilité aujourd'hui grâce à la convention. C'est-à-dire qu'on peut prendre quelques jours ou une semaine ou 2 en convention avec l'employeur pour venir se former. Tout à fait, puisque le service d'incendie de secours de l'Ariège est un établissement de formation agréé. Donc nos formations sont aussi reconnues dans le milieu professionnel. Donc ça veut dire que voilà, ce qu'on fait chez nous peut être reconnu par l'entreprise. Donc ça fait comme s'ils allaient se former pour l'entreprise, se former chez nous. Donc on a plein de dispositifs gagnant-gagnant pour tout le monde. Est-ce qu'on est payé? Est-ce qu'on gagne de l'argent quand on est sapeur-pompier volontaire? Alors non, je pense que pompier volontaire, c'est avant tout une passion, c'est un engagement au profit d'un territoire, d'une population. Pour autant, effectivement, il y a des contraintes et donc on va indemniser les contraintes qu'on impose aux gens. C'est un défraiement, c'est très fluctuant, Bien sûr. parce que c'est en fonction de l'activité. Donc si un mois vous avez beaucoup d'interventions, vous aurez sont plus importantes. S'il n'y a pas d'activité, il y a zéro. Donc, donc du coup, il ne faut pas le prendre comme un revenu, c'est juste un dédommagement par rapport à l'engagement de la société. Il ne faut pas que ce soit la première motivation, parce que ça ne marchera pas. Ça ne tiendra pas sur le long terme, c'est une certitude. On peut peut-être venir sur le pompier professionnel. Quelques mots, c'est quand même important aussi, je pense. Comment on devient pompier professionnel? Alors, aujourd'hui, le pompier professionnel, c'est un fonctionnaire territorial. Donc on peut rentrer, comme tout fonctionnaire territorial, des catégories A, B, C de la fonction publique. Donc on peut rentrer catégorie A, c'est-à-dire caporal, c'est-à-dire le premier grade de l'échelle. Hein, Bien sûr. Comme ça. Donc là, c'est un concours. Il y a un concours tous les 2 ans. Alors c'est une date nationale, le prochain est cette année d'ailleurs. Et donc on passe forcément des épreuves écrites, des épreuves sportives et un entretien. D'accord. Et si on est reçu à ce concours, on est inscrit sur une liste d'aptitudes valable sur le territoire national. Et lorsqu'un SDIS a un poste vacant, les personnes titulaires de ce concours candidatent et le SDIS recrute sur la liste. D'accord. Et on rentre comme ça chez les pompiers avec derrière forcément, comme toujours, une formation initiale, etc. Donc ça c'est le premier grade. Et après on peut rentrer directement officier par 2 filières, soit le catégorie B, donc c'est-à-dire lieutenant, ce que j'ai fait finalement, lieutenant première classe. Là aussi c'est un concours niveau bac plus 3 minimum. Et enfin, dernier niveau de recrutement, capitaine, catégorie A, bac plus 5.
on peut peut-être parler des différents types d'interventions qu'on retrouve chez les pompiers. On a trois grands domaines, 4, donc on a le secours à personne, qui est quand même notre activité aujourd'hui principale. On est à 3 sorties sur 4, c'est du secours à personne aujourd'hui. Tout ce qui est malaise voie publique ou urgence vitale, c'est notre mission. Deuxièmement, c'est l'incendie. Alors, historiquement, les pompiers sont pour l'incendie, c'est notre cœur de métier. Mais aujourd'hui, l'incendie ne représente plus qu'une intervention sur 10. Et là, on va trouver tous les types d'incendies, les feux de maison, les feux de végétation. Enfin, voilà, on intervient sous type de mission. Et d'ailleurs, les seuls acteurs sur le feu sont les sapeurs-pompiers. C'est une mission exclusive pour les sapeurs-pompiers. L'accidentologie sur la route, sur la voie publique, les accidents de circulation. Là aussi, en Ariège, on est à 10%, une intervention sur 10, c'est du secours à personne. Et après, il reste ce qu'on appelle les interventions diverses, où là, on a tout ce qui est lié notamment aux événements climatiques, les inondations, les sauvetages d'animaux, les blocages d'ascenseurs, enfin, voilà, tout ce qui est un peu annexe, dans lequel on va apporter un service à la population. Est-ce que ça s'apprend, la gestion de la pression, de l'appréhension quand on part en intervention? Parce que là, vous avez cité beaucoup de types d'interventions. J'imagine qu'on ne peut pas être à l'aise dans tous les secteurs, toutes les activités que propose le sapeur-pompier volontaire. Je dirais même que c'est normal d'avoir appréhension. Quelqu'un qui me dit « je n'ai pas peur, je suis capable de tout faire, etc. », je m'en inquiéterai. Je préfère que quelqu'un me dise « j'ai une appréhension » et qu'on va l'accompagner. Et il ne faut pas oublier que chez nous, chez les pompiers, on n'est jamais seul. L'essence même d'un sapeur-pompier, c'est de travailler en équipe. Le pompier n'est pas tout seul, il est encadré, accompagné, et c'est aussi le rôle du chef d'agré, donc du plus ancien et du plus gradé, de manager ses hommes pour tenir compte des forces et des faiblesses, pour que justement ces forces et faiblesses en fassent un tout encore plus fort. Donc oui, on est capable d'avoir des défaillances, mais dans l'équipe, normalement, on doit être capable de le gérer. Je préfère avoir quelqu'un qui me dise j'ai des défaillances, enfin, je ne me sens pas bien, que quelqu'un qui soit foufou, qui soit capable de tout faire et qui soit finalement dangereux. Pour lui-même ou pour les autres aussi. Voilà. On reste des hommes, on n'est pas des surhommes. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis. Allez! Coupez-le, bordel! Coupez-le! Coupez-le! Les visiteurs. Les visiteurs avec beaucoup de gaspillage d'eau. Voilà. Donc là, oui, les visiteurs, bon, le grand classique, on le connaît tous. Le couper l'eau est juste extraordinaire. Oui. Mais bon, c'est autre chose. Je ne sais pas comment il a fait le couteau, c'est peut-être compliqué avec un tuyau à pression de couper l'eau avec un couteau. Mais ouais, je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Et est-ce que vraiment le tuyau fait comme ça? Je me suis déjà posé la question. Est-ce que ça, c'est une vérité? Une lance ouverte, oui, ça peut faire beaucoup de dégâts, effectivement. Parce que la pression est très forte. Et effectivement, on peut avoir, on le dit, il faut faire attention avec un tuyau en pression. Parce qu'effectivement, ça peut bouger et on peut avoir des pompiers qui se blessent sur des chevilles. Oui. Ah oui, oui, la lance qui bouge et qui vient taper dans une cheville peut faire des dégâts. Ça peut faire mal, oui. Et vous l'avez dit, gaspillage d'eau. Aujourd'hui, on est en 2025. En 2025, on se soucie de notre planète et c'est bien normal depuis un petit moment quand même. On voit que l'eau devient une denrée rare, en tout cas l'écologie est au premier plan. Comment aujourd'hui les sapeurs-pompiers qui utilisent l'eau comme première arme arrivent à gérer ce gaspillage ou justement cette économie d'eau? Alors effectivement, on l'avait dit, qui dit incendie dit forcément eau, donc les deux vont ensemble. Et donc on associe les pompiers à l'eau. Et comme vous dites, le changement climatique fait que la ressource en eau devient plus rare. Donc aujourd'hui, on s'est déjà engagé à tout niveau pour réduire cette utilisation d'eau. Donc on a mis des nouvelles techniques, par exemple nos lances, on évoquait les lances, entre les lances des années 50 et celles d'aujourd'hui, elles permettent par des dispositifs techniques de réduire le volume d'eau. Après aussi, lorsqu'on a sur un incendie, avant on prenait de l'eau, lorsque vous voyez avec des poteaux d'incendie en ville, les poteaux rouges, on prend de l'eau, mais c'est de l'eau potable. Oui. Donc que vous buvez au robinet et utiliser cette eau potable pour éteindre un incendie, quelque part c'est du gaspillage parce qu'elle coûte cher. Donc aujourd'hui on privilégie plutôt les bâches en eau ou les réserves d'eau statiques dans lesquelles il y a une eau qui va rester 10, 15, 20 ans peut-être statique et qu'on va prendre, qui ne sera pas potable, mais c'est pas grave, donc ça coûtera moins cher. Et puis aussi pour les feux de végétation aujourd'hui, on essaie de trouver de nouvelles techniques où on utilise moins d'eau, on va plutôt faire du brûlage, enfin, c'est ce qu'on appelle le contre-feu, c'est-à-dire qu'on va brûler le brûlage dirigé. Le brûlage dirigé, on va brûler ce qui est amené à brûler avant qu'il ne brûle pour éteindre le feu. Donc, voilà, donc on est déjà engagé dans je limite la quantité d'eau sur opération parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Tout ça. Pour revenir à vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir sapeur-pompier? Alors on l'a dit peut-être au début, c'est votre famille. Le côté familial, effectivement. J'ai baigné dedans depuis tout petit, donc c'est un environnement que je connais, toute ma famille est dedans. J'ai vu mon père partir en tant que pompier volontaire. J'ai joué en Claude Courte à la caserne, donc forcément, être pompier volontaire à 16 ans devenait une évidence. Après, il y a aussi le fait que
lorsqu'on rentre, c'est aussi, est-ce que ça a été une évidence? Ça aurait pu ne pas être une évidence. Effectivement, mes premiers pas, les premières interventions que j'ai faites, aussi être confronté à la réalité rapidement à dès 16 ans, m'a conforté dans ce que je voulais, m'a dit c'est ce que je veux faire. Et Bien du sûr. coup, après j'ai enchaîné avec un seul objectif, être officier. J'ai eu la chance d'y suis arrivé, mais par contre, si je n'étais pas arrivé, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Vous vous rappelez de votre première intervention? Oui, je me rappelle, et bon, elle n'est pas très, donc elle est pas racontable, donc voilà, parce qu'elle n'est pas très agréable. Mais effectivement, malheureusement, c'est un peu le propre aussi de ma carrière, c'est que les premières fois ont été chaque fois particulières. Et même en tant que volontaire, la première a été très particulière, puisqu'elle me touchait à titre personnel. Et quand ça vous touche, vous n'avez pas 17 ans, quand ça vous touche à titre personnel, c'est compliqué émotionnellement, vous êtes économe, il y a tout le côté humain. Bien sûr. Et ça aurait pu, comme je dis aussi, me faire arrêter. Et au contraire, ça n'a fait qu'ancrer en moi cette certitude que je devais être pompier. Quand on est sapeur-pompier volontaire, professionnel ou voire même militaire, on est confronté à la mort, quotidiennement ou pas d'ailleurs, parce que est-ce que c'est réellement le quotidien du sapeur-pompier, la mort? La mort fait partie du quotidien, effectivement, du sapeur-pompier, mais ce n'est pas un moment le plus prégnant. Aujourd'hui, on est plutôt confronté aux difficultés sociales de notre société, avec le vieillissement de la population, avec des fois la détresse sociale. Donc on est plutôt aussi des fois dans une approche un peu plus humaniste, empathique vis-à-vis des victimes, que la mort. Oui, il y a des événements qui sont des fois des situations dramatiques, ou des fois pas très jolies non plus, mais ça reste minoritaire. Et là aussi, je le répète, on a une équipe et on peut ne pas se sentir bien. Et donc du coup, l'équipe reprendra le relais vis-à-vis de la personne. Donc c'est la force du collectif. À titre personnel, en tant que chef, en tant que colonel, comment vous appréhendez les interventions difficiles vis-à-vis de vos hommes, ou voire même les décès qu'on peut retrouver dans notre corps de sapeur-pompier? Moi, j'estime que d'abord, en tant que chef, une intervention ne se fait pas grâce à moi. Aujourd'hui, il y a 8000, 9000 interventions par an, elles se font sans moi. Donc ça veut dire que ce sont les pompiers du département à qui on a donné des outils, qu'on a formés, on a donné les véhicules, les moyens pour intervenir. Donc j'ai confiance en eux, ils sont formés, je sais que ça va bien se passer. Lorsque les missions deviennent plus techniques, plus complexes ou plus médiatiques, ou avec de la pression plus importante, effectivement là moi je viens sur intervention, mais ça ne change pas. Chacun est à sa place, chacun connaît son rôle, on travaille en équipe, et qu'on soit 4 ou 100 sur intervention, le schéma est le même. Et si chacun reste à sa place et connaît ses rôles et comment ils fonctionnent et rend compte, ça se passe très bien. Donc, en arrière, je suis assez satisfait de ce fonctionnement. J'ai des pompiers qui sont très investis, qui ont à cœur de faire le mieux possible. Après, effectivement, on est confronté, chaque intervention est différente. Il est impossible de dire aujourd'hui qu'une intervention va se passer de telle ou telle façon. Et donc, comme chaque situation est différente, eh bien, il y a des éléments qui sont parfois non maîtrisables. Et effectivement, l'accident, malheureusement, fait partie de notre métier. On met tout en place pour l'éviter, mais un jour ou l'autre, on sait que, même ça arrive de temps en temps, qu'un bébé va se blesser, voire même, on peut avoir le risque d'un décès. Et ça, vraiment, c'est, à titre de chef, c'est vraiment ma plus grosse crainte, mais je crois que c'est la crainte de tous les chefs, c'est de devoir un jour perdre un homme sur une mission. En tant que chef, je n'ai jamais vécu de décès aujourd'hui, et j'espère ne pas en vivre, je croise les doigts. Effectivement, c'est peut-être la situation que j'appréhende le plus. Et puis annoncer aux conjoints, survivants, aux enfants, etc. Bon, voilà, c'est des phases extrêmement difficiles. Il y a longtemps qu'on n'a pas vécu un mariage, j'espère qu'on ne vivra pas. Et on fait tout pour que ça n'arrive pas. On n'est jamais à l'abri. On n'est pas à l'abri. Je vous propose un petit jeu, vrai ou faux. On va partir un peu sur des stéréotypes de pompiers. Hein. J'en ai mis quelques-uns à l'abri, je me suis dit qu'ils n'étaient pas pertinents. Les images d'Épinal. Ouais, quelques-uns que je me suis dit ça sert à rien, tout le monde va penser à cela. D'ailleurs, si vous avez des idées, des questions à poser en commentaire, posez-les et on essaiera d'y répondre avec le colonel. Ça pourrait être aussi sympa qu'on nous pose des questions en commentaire. Vrai ou faux, les pompiers sauvent des chats dans les arbres? Effectivement, c'est une image. Alors oui, les gens nous appellent pour des animaux bloqués sur des toits, etc. Maintenant, alors on va y aller souvent parce qu'il faut aussi temporiser, il faut aussi répondre à la demande et que ce soit plutôt une action psychologique vis-à-vis du requérant. Mais je le dis souvent, est-ce que vous avez déjà vu des chats morts au pied des arbres? Après, ça fait partie aussi des interventions diverses de la formation DIV. Donc, tout à fait, tout ce qui est animaux. Enfin, oui. Aussi en Ariège, on a aussi beaucoup de chevaux qui sont coincés dans des trous. Est-ce que si on retrouve un serpent chez soi, est-ce que c'est du ressort des pompiers? Oui, on nous appelait, oui. Oui, on les attrape. Pour un nid de guêpe dans son jardin ou chez soi, est-ce que c'est du Alors ressort aujourd'hui, des les pompiers? destructions de nids d'hyménoptères, Oui. guêpes, frelons,
etc. Ça n'est pas nos ressorts. Donc les sociétés privées qui le font. Et donc c'est vers elles qu'il faut se retourner. Si je ne m'abuse, je crois que les pompiers peuvent intervenir sur ce genre d'intervention-là s'il y a un risque direct sur une voie publique ou un lieu si public. c'est dans une cour d'école, parce qu'il y a des enfants qui jouent, voilà, où il y a des passants, effectivement, là, on va intervenir, parce qu'il y a un risque. Mais... Oui, donc les pompiers sont quand même des secours d'urgence, malgré tout, il ne faut pas l'oublier. Vous avez raison de le rappeler, le métier du pompier, c'est l'urgence. Oui. Tout ce qui peut attendre ou être temporisé dans le temps, Bien sûr. Mais on peut trouver d'autres solutions. Oui. Les pompiers dorment avec leur uniforme pour être prêts à intervenir très rapidement. Alors, ça, c'est vraiment une image d'Épinal, non. Non. C'est comme si on me disait les pompiers vont au travail en tenue. Enfin, les pompiers volontaires vont chez leur employeur en tenue, non. Non, ils prennent le temps de se changer et on vit normalement et puis on se change au moment de. Bien sûr. Donc ça, c'est des images d'anciens films de pompiers où effectivement, notamment à Paris, ils dormaient presque avec les bottes. Oui. Le sapeur-pompier fait du sport tous les jours. Alors le pompier professionnel, il en fait très souvent, oui, quasiment sur toutes ses gardes. En tout cas, un pompier professionnel sur une garde, il doit faire du sport. Bien sûr. Après, ce que j'attends surtout d'un pompier, c'est qu'il s'entretienne à minima pour répondre à la mission, quoi. Donc c'est tous les jours, en tout cas, il doit avoir un programme et une hygiène de vie suffisamment acceptable pour faire face à la complexité de nos missions. Les sapeurs-pompiers peuvent refuser une intervention. Alors ici, non. Enfin, en Ariège, non. Les pompiers, lorsqu'ils sont appelés, ils interviennent. Il n'y a pas de refus. Parce que c'est directement au centre d'appel, donc à Foix, où là, il y a le tri des appels. C'est ça. Lorsque les gens font le 18, effectivement, si la mission n'est pas de notre ressort, l'opérateur va basculer la personne sur le bon service. Mais une fois que nos pompiers sont engagés, ils vont jusqu'au bout. L'argent des calendriers des sapeurs-pompiers permet de financer l'essence des véhicules d'intervention. Non, c'est faux. Les calendriers sont le côté associatif des sapeurs-pompiers. Donc chaque caserne a une amicale et ça finance l'aide sociale, donc les activités annexes et surtout aussi l'aide à nos orphelins. Je vous l'ai dit, c'est un métier à risque. On a beaucoup de pompiers qui sont décédés, qui ont laissé des enfants en bas âge. Et donc on a ce qu'on appelle l'œuvre des pupilles qui prend en charge ces enfants, qui les amène jusqu'à la majorité. Et donc souvent, les calendriers servent aussi en partie, il n'y a pas que ça, mais à financer ce côté social, entraide des pompiers qui sont en difficulté ou qui ont des décès, etc. On donne ce qu'on veut au calendrier? Est-ce qu'il y a une règle particulière? Il n'y a aucune règle, c'est au bon vouloir de la personne qui reçoit le sapeur-pompier. Donc non, c'est... Chacun donne, d'abord s'il a envie de donner, et il donne selon ses capacités, il n'y a pas de règle. Mais il faut quand même bien accueillir nos pompiers qui viennent toquer. Mais on n'a pas de... Ça se passe bien. En tout cas, ici en Ariège, voilà, nos pompiers sont accueillis avec bienveillance par la population, et d'ailleurs je les remercie. C'est vrai que ça se passe bien. Les pompiers ariégeois peuvent intervenir sur d'autres départements? Oui. Donc d'abord, on a quelques communes limitrophes du département, notamment sur la Haute-Garonne, que les sapeurs-pompiers d'Ariège défendent. Voilà, donc mais ça, c'est des conventions entre départements par rapport justement à la proximité de l'intervention. Nos pompiers sont plus rapides que ceux de la Haute-Garonne, donc on y va en premier. Donc voilà, et côté aussi Aude. Donc c'est vrai qu'il y a de la réciprocité. Il y a certaines communes de l'Ariège qui sont couvertes par les pompiers de la Haute-Garonne de l'Aude. Donc ça fait partie des conventions, justement, je vous le dis, pour la rapidité d'intervention. Et puis après, nos pompiers, dans le cadre de la solidarité nationale, peuvent très bien aller aider d'autres départements confrontés à des grosses crises de sécurité civile, type feu de forêt, inondation. Mais on a également des pompiers qui sont partis à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie. On essaie, quand on le peut, d'aider nos collègues. Parce qu'on espère aussi que lorsque nous, on sera en difficulté, nos collègues viennent nous aider pour faire face à ces événements-là. Donc, on a été aussi sur les Jeux Olympiques à Paris. D'accord. Et quelquefois, on a même été à l'international, puisqu'on a des pompiers de l'Ariège qui sont partis l'année dernière en Bolivie pour des feux de forêt et au Canada. Donc, le savoir-faire ariégeois est aussi un peu reconnu en termes de feux de forêt en France, voire à l'étranger. C'est quelque part une fierté pour moi de voir que notre petit département est capable de faire de grandes choses. Bien sûr, mais c'est important et ça, c'est tout l'intérêt de ce projet-là, personnalité ariégeoise aussi, c'est de montrer qu'en Ariège, on peut aussi faire de grandes choses. Vous êtes ariégeois et vous avez fait un grand parcours et donc c'est, je trouve, très inspirant pour la population. On peut être ariégeois et aussi croire en ses projets, en ses rêves et y arriver. Et il faut savoir que notre profession de sapeur-pompier a cet avantage-là, c'est que vraiment, elle permet de progresser socialement. Je veux dire, ce n'est pas une profession qui est fermée, c'est-à-dire qu'on peut rentrer sapeur et finir colonel. Bien sûr. Si on s'en donne les moyens, si on est capable de donner, voilà, on y arrive. Et chacun peut trouver sa place chez nous. Vous pensez que c'est plus difficile de réussir quand on vient d'Ariège, dans un petit département? Non, c'est partout pareil, ça dépend de la personne, de sa volonté, de son engagement. Je pense que n'importe qui en France, enfin, en tout cas, dans ce que je connais, ce n'est pas l'origine du territoire qui fait qu'on arrivera à réussir ou pas. Déjà, les gens n'ont pas toujours la capacité à situer l'Ariège sur une carte de France. C'est vrai que c'est plus difficile, mais on a des fois plus à cœur de se montrer, d'être efficace. Et on y arrive, non, il n'y a pas de problème là-dessus. Quel
conseils vous donneriez ou quels petits tips vous pourriez donner à une personne qui souhaiterait faire une carrière comme la vôtre, ou en tout cas évoluer dans le domaine du sapeur-pompier? D'abord, c'est un métier de plaisir, je pense, et passion, c'est-à-dire qu'on rentre chez nous parce qu'on aime ce qu'on fait. Vous l'avez dit tout à l'heure, si on vient pour l'argent, pour la sécurité de l'emploi, on se trompe de carrière, parce qu'effectivement, c'est quand même des métiers particuliers, avec des contraintes, et on doit les accepter avec plaisir. Donc voilà, donc après, si on le fait avec plaisir, si on s'investit, ça va se dérouler naturellement, et après, les opportunités vont se présenter, il faudra juste les saisir et progresser rapidement. Ou pas d'ailleurs, on peut ne pas avoir envie de progresser, c'est aussi le choix. Bien sûr. Mais je veux dire, notre profession, enfin, notre structure SDIS permet quand même d'avoir des progressions de carrière et d'atteindre des niveaux qui peut-être étaient inespérés. Moi, lorsque je suis rentré lieutenant, déjà capitaine ou commandant, c'était inaccessible. Et alors directeur, c'était même pas envisageable. Et puis finalement, c'est en faisant le chemin, De fil en aiguille. voilà, qu'on y arrive et qu'on se rend compte que entre guillemets, on n'est pas plus bête que l'autre et qu'on est capable de le faire et puis on se lance. Bien sûr, c'est des difficultés, c'est pas facile, c'est de remise en question, mais on y arrive et finalement, on est satisfait et puis on progresse tranquillement. Je crois qu'il ne faut surtout pas se dire demain je serai là. Ça serait une erreur de dire demain je serai directeur, parce que ça c'est souvent comme ça qu'on n'y arrive pas. Ça rend aigri, voilà. Donc, je pense qu'il faut prendre les opportunités quand elles se présentent, le vivre sereinement et puis ça se déroule. Et moi je crois un peu au destin et au fait que voilà, quand ça doit être le moment, c'est le moment et il faut juste savoir le saisir. Mais merci mon colonel. Merci à vous. Je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Je vous remercie pour votre temps. N'hésitez pas en commentaire, poser des questions si vous en avez, à liker et à suivre donc la page. On se retrouve donc semaine prochaine pour notre interview. Merci. Merci mon colonel. À bientôt. Merci.